Nous sommes une fois de plus au départ de la place Saint-Jacques pour entamer cette troisième partie de découverte des rues de Metz. Je m'y suis pris tôt car la météo annonce que ce 22 juin 2026 pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France. Dans cette séquence, je vais rejoindre le quartier de la Citadelle et ensuite, si j'ai encore un petit peu de salive dans la bouche, avec cette chaleur, je vous emmènerai vers le quartier impérial. Et il n'est pas exclu qu'il y ait même une quatrième partie à cette série, parce que j'ai repéré dans le sud de Metz des endroits absolument charmants. Je pense à des villas soignées au sud de Metz et également vers Montigny-lès-Metz. Je pense qu'un vrai circuit s'imposerait dans ces coins-là. Un petit air de Paris. Rejoignons la rue des Clercs. J'ai appris qu'à partir du 25 juin, il y aura un spectacle d'illumination en façade de la cathédrale. Et je crois que je vais faire l'effort de ramper jusque-là pour voir ce spectacle et vous le filmer. Mais nous ne sommes que le 22 juin. Vais-je survivre jusqu'au 25 ? Il faut faire appel à Saint-Siméon et le prier contre la canicule. Ces petites navettes gratuites circulent dans Metz pour transporter les gens. Excellente initiative. Il va falloir aussi que je songe aux autres également en rentrant. Aux autres et aussi à moi. Bel immeuble à l'angle de la rue du Palais. La rue du Palais conserve de beaux édifices, mais malheureusement, il faudrait faire un pas de chaque côté à tout moment. J'espère avoir l'occasion de vous montrer ça. Voici la rue des Clercs. Nous allons tout d'abord voir la maison natale de Paul Verlaine, qui n'est pas dans cette rue, c'est un peu plus loin, dans le quartier de la Citadelle. La rue des Clercs date du XIIIe siècle, mais est bordée de bâtiments des XVIIIe et XIXe siècles. Dans les temps jadis, c'était le quartier des chanoines. Cet immeuble présente une délicatesse d'ornementation rare. On n'en finirait plus de détailler tous les petits personnages en façade. Et ceci dans cette fameuse pierre jaune de Jaumont, qui fait la gloire de Metz. C'est la première année. On en serait presque joyeux d'aller au service des impôts, que voici. L'architecture moderne est présente, elle aussi, à Metz.
Et nous n'avons pas encore vu le centre Pompidou-Metz. Le quartier de la Citadelle où nous nous dirigeons indique en fait que Metz avait largement des fonctions militaires. Et également pendant l'annexion allemande. Les Allemands donc utilisaient les forts autour de Metz pour essayer de protéger la ville en cas de revanche française. Cependant, ne confondons pas les époques. La citadelle précise dont je parle date du XVIe siècle. Nous arrivons sur les abords de la place de la République que nous avions vu dans le second segment. Au 32 de la rue des Clercs, encore une très belle demeure. Tournons à droite dans la rue Poncelet. On aperçoit la cathédrale par l'An-Exirule. Et oui, je vous ai dit dans le segment précédent que les voies possédaient de drôles de noms à Metz parfois. Nous arrivons à l'endroit où est né Paul Verlaine. La maison natale de Paul Verlaine se trouve juste à proximité du bout de la rue Poncelet. On tourne sur la droite et tout de suite on arrive donc à cette maison. La famille habitait au premier étage. Donc il y a donc une sorte de musée entretenu par les amis de Paul Verlaine, fermé le lundi. Cet écrivain est connu pour ses poésies, pour sa liaison tumultueuse avec Arthur Rimbaud. Il a fait des poésies sur Metz, sa ville natale. Lorsque Paul Verlaine est décédé, il était veillé par son ami, l'écrivain Gustave Le Rouge, le Jules Verne des midinettes. Celui-ci a laissé un témoignage, Les derniers jours de Paul Verlaine, un livre ancien que je vous recommande. En face de la maison natale de Paul Verlaine, on peut voir deux édifices. Voici le premier, le cercle des officiers qui est à droite. Voici le second, à gauche, le palais de justice de Metz, qui est la dernière réalisation du maréchal de Belle-Île. Ces édifices relativement récents remplacent en fait un autre édifice beaucoup plus ancien, l'abbaye de Saint-Arnoux. C'était un évêque de Metz à l'époque mérovingienne. En 1552, Charles Quint mit le siège devant Metz. L'abbaye moyenâgeuse de Saint-Arnoux fut rasée. On reconstruisit cependant un couvent, ici. Ce couvent, reconstruit au XVIIe et XVIIIe siècle, fut occupé par les dominicains et ensuite exploité à des fins militaires. Quant au palais de justice du maréchal de Belle-Île, en réalité, il ne devait pas être dans ses plans un palais de justice au début, ça devait être le palais du gouverneur. Et encore un édifice de plus dans cette pierre de Jaumont. C'est en 1806, sous l'époque napoléonienne, que l'édifice s'est transformé donc de palais du gouverneur en palais de justice. Les statues à l'entrée ne représentent pas les valeurs de la justice, mais les valeurs militaires. Ce qui est juste, en fait, puisque donc
l'édifice n'avait pas a priori de fonction de justice à l'époque. Jetons un petit coup d'œil. On peut considérer que ceci, en rapport avec la justice, a donc été posé après 1806. Pas d'indication pour savoir quels sont les personnages qui sont représentés ici. Il y a en principe le duc de Guise, le duc de Montmorency, le maréchal de Vieilleville et le duc de Breuil, mais je ne sais pas lesquels sont visibles et lesquels sont sous les échafaudages. Le bâtiment est en tout cas magnifique, et cette restauration soignée, ça fait plaisir à voir. Face au palais de justice, là-bas, la place de la République, qui est bordée donc par les jardins de l'Esplanade. La place de la République a été créée pour les parades militaires en 1802. Quant au jardin de l'Esplanade, il a été installé dans les fossés de l'ancienne citadelle, comblé en 1816, et il est formé de jardins à la française. Unter den Linden, en juin. Le soir, avec la canicule, c'est presque une consolation. L'arsenal que nous verrons tout à l'heure. Dans le fond, on reconnaît le mont Saint-Quentin de l'autre côté de la Moselle. Allons jeter un petit coup d'œil sur la place de la République. Ça et là, le jardin de l'Esplanade est semé soit de statues, soit d'œuvres contemporaines. Êtes-vous capable de me comprendre si je vous dis que ces ombrages m'aident beaucoup pour le film? Voici donc cette place de 1802. S'il y avait des parades militaires autrefois, eh bien c'est ici que les Messins festoient aujourd'hui, font le grand marché de Noël. C'est ici également qu'il y a le sapin. Revenons vers le jardin de l'Esplanade. La statue que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est celle du maréchal Ney, qui a été fusillé pour s'être rallié à Napoléon Ier pendant les 100 jours. L'extrémité du jardin de l'Esplanade communique avec le jardin Boufflers, d'où l'on a une vue sur le plan d'eau. Allons voir.
Je retrouve cette brise modératrice qu'il y avait dans la première partie et qui était absente de la deuxième partie. Hier, c'était vraiment très pénible pour filmer. Il y a beaucoup de curiosité à voir aussi par là. La rue Haute-Pierre de tout à l'heure. Ces tilleuls sont gorgés de fleurs. Donc l'arrière du palais de justice et ce petit espace, c'est donc le jardin Boufflers. Et on ne s'en plaindra pas. Là-bas, la flèche de l'église évangélique de la garnison. Au milieu du jardin Boufflers, une statue du marquis de Lafayette. C'est en fait une copie parce que les Allemands l'avaient enlevée. Les nazis ne voulaient évidemment pas d'un symbole français dans cette ville qu'ils avaient réannexée entre 1940 et 1944. Cependant, pourquoi Lafayette ici? Eh bien tout simplement parce qu'il avait fait ses études d'officier à Metz. Et c'est ici qu'il a juré qu'il allait s'embarquer pour l'Amérique, dans la guerre de l'indépendance. Les barrières ici semblent en style Art Nouveau. Elles évoquent certaines stations de métro à Paris. Le style nouille. Le plan d'eau est juste derrière. Il faut avouer que la vue sur le plan d'eau est un peu rikiki. La flèche dont je vous ai parlé tout à l'heure et également ici la basilique Saint-Vincent. Même cette simple maison me plaît. Et savez-vous pourquoi? Regardez le haut, les curieuses cheminées.
Sortons du jardin Boufflers, traversons le jardin de l'Esplanade pour aller de l'autre côté. En vitesse, il n'y a pas d'ombrage. Ça me rappelle l'art aztèque. L'Esplanade justifie bien son nom. Au poilu libérateur, le souvenir français de la Moselle, 1918. À mon avis, le chef jardinier de Metz aime les Knifofia. On en a vu tout au long de mes films. Et là, une deuxième couche. Rapprochons-nous de l'arsenal. L'église Saint-Pierre aux Nonins se trouve juste à côté. Allons voir avant l'arsenal. Le bâtiment de l'église Saint-Pierre aux Nonins. L'église que nous voyons ici, même s'il y a eu des couches successives, est l'une des plus anciennes de France. Elle date même avant la période mérovingienne, au temps des Gallo-Romains. C'était au départ une basilique à la fin du IVe siècle, endommagée parce qu'elle a été pillée par les Huns. Les ruines à cette époque ont été réutilisées pour construire un autre édifice religieux au début du 7e siècle. Au début du Xe siècle, l'évêque de Metz dut expulser de nombreuses religieuses qui se livraient à la débauche. Et comme vous le savez, ça ne rentre pas dans le cadre des activités démoniales, en principe. Les religieuses qui n'avaient pas fauté restèrent ici. Le bâtiment reçut des modernisations, mais il fut désacralisé au XVIe siècle du fait de la construction de la citadelle. Le bâtiment aujourd'hui abrite des concerts. Saint-Pierre-des-Nonins est hélas fermé le lundi. Allons voir l'arsenal. Que cela soit mentalement ou physiquement. La chaleur devient étouffante.
Heureusement que ce secourable magnolia m'offre de l'ombre. L'arsenal que nous voyons porte le nom de Jean-Marie Rauch, qui fut donc maire de Metz à la fin du XXe siècle et au début du XXIe. Sur le côté, la chapelle des Templiers. L'arsenal primitif avait été construit sous Napoléon III. Il a été désaffecté en 1968 et on a voulu en faire un endroit, un espace dédié à la musique. Et on a confié à l'architecte catalan Ricardo Bofill le soin de s'en occuper. Il paraît que l'acoustique dans la salle de l'arsenal Jean-Marie Rauch est extraordinaire. Chambre régionale des comptes du Grand Est. Le bâtiment qui est au fond, c'est le magasin aux vivres. Il nous est caché par la verdure, à qui je pardonne tout cependant. Ce magasin aux vivres est ce qu'il reste de l'ancienne citadelle. Comme son nom l'indique, le bâtiment servait de grenier pour les soldats de la garnison. Aujourd'hui, c'est un hôtel de grand luxe. Quant à la chapelle des Templiers, elle a une structure octogonale, comme le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le bâtiment est tout simple, et il constitue tout ce qui reste de la commanderie templière qui existait au Moyen-Âge. L'ordre a disparu en 1312. On sait que les Templiers n'étaient pas du tout appréciés de Philippe IV le Bel, mais Metz n'appartenait pas au royaume de France à cette époque-là. Mais il n'empêche que les Templiers disparurent et furent remplacés par les Hospitaliers et ensuite les Chevaliers Teutoniques. Il est bon de rappeler que Metz faisait partie des 3 évêchés, les 2 autres étant Toul et Verdun, et la ville n'est devenue française qu'en 1559 au traité du Cateau-Cambrésis, et elle resta française jusqu'en 1871. En fait, elle fut occupée par les Prussiens dès 1870, mais l'annexion officielle n'eut lieu que quand la France eut signé sa cession, donc au traité de Francfort-sur-le-Main en mai 1871. De la même manière, Metz redevint française au traité de Versailles. C'était en juin 1919, mais en réalité, dès la fin de l'année 1918, à l'armistice, l'armée française avait réoccupé Metz et toute l'Alsace-Moselle. La chapelle accueille des expositions d'art. Malheureusement, elle est fermée, elle aussi, le lundi. Ça me fait l'effet d'une poêle à frire. Passons par ce petit coin d'ombre. À présent, allons voir le palais du gouverneur. Je vous ai dit tout à l'heure que le palais de justice, auparavant, avait servi de palais du gouverneur. Il y en a un nouveau maintenant.
Je rebrousse chemin et c'est sur la gauche. Descendons. Donc, chapelle des Templiers, arsenal restructuré par Ricardo Bofill, mais qui porte le nom de Jean-Marie Roche, et donc l'ancien magasin aux vivres. Sur la droite, nous allons voir le palais du gouverneur, l'extrémité du bâtiment aux vivres. Le gardien du seuil, tel est le nom de cette création de Paul Flickinger, m'accueille à l'entrée de ce bel espace végétalisé. Et voici le palais du gouvernement. Il a été terminé en 1905, donc pendant la première annexion allemande. Allons le voir de plus près. Le palais a été conçu dans un style Renaissance, évidemment néo-Renaissance. Lorsque Guillaume II venait à Metz, il pouvait dormir ici. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu y dormir longtemps, puisque si le monument date de 1905, comme Metz est redevenue française en 1918, il n'a pas eu beaucoup de temps pour lui. Un drôle de personnage que ce Guillaume II de la dynastie Hohenzollern. Il est monté sur le trône impérial allemand en 1888 et au bout de 2 ans, il s'est débarrassé de Bismarck. Il était complexé parce qu'il avait un bras un peu déformé, rétréci. Comme vous le savez, il contribua au déclenchement de la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, qu'il perdit. Et à cette occasion, il perdit donc le trône impérial allemand. L'Allemagne devint une république, la République de Weimar. Mais que devint le Kaiser, l'ex-Kaiser? Vous demandez-vous peut-être. Il dut s'enfuir d'Allemagne et évidemment il ne pouvait pas se réfugier dans les pays qu'il avait attaqués. Alors il se réfugia dans un pays neutre, les Pays-Bas. Contrairement à la Seconde Guerre mondiale, en effet, les Pays-Bas ne furent pas attaqués par l'Allemagne lors du premier conflit mondial. Guillaume II résida donc ici, aux Pays-Bas, avec l'impératrice, mais celle-ci décéda assez rapidement, en 1921, je crois. Guillaume II eut une autre compagne pour finir ses vieux jours. Et je sais que dans les derniers temps de sa vie, la Hollande fut attaquée par Hitler, par l'Allemagne nazie. La France fut vaincue et l'ex-Guillaume II envoya un télégramme de félicitations à Hitler pour le féliciter donc d'occuper Paris. Il eut une garde personnelle nazie aux Pays-Bas. Cependant, je crois que Guillaume II n'aimait pas tellement les nazis, il n'était pas aristocrate après tout. Il désapprouva par ailleurs leur intervention en Yougoslavie, en Grèce, au printemps 1941, mais ce fut précisément en mai 1941 qu'il mourut. On put voir à ses obsèques, raide comme un piquet, le vieux maréchal Mackensen. Vous ne connaissez peut-être pas le maréchal Mackensen. C'est un homme, un Prussien, qui en fait avait fait les 3 guerres. Enfin, n'avait pas fait les 3 guerres, mais en tout cas avait fait la guerre de 1870-1871, 1914-1918, et avait connu donc la Seconde Guerre mondiale, sans la faire parce qu'il était trop âgé. Il connut même l'occupation américaine puisqu'il est mort en 1945.
Regardons plus attentivement le monument, parce que je parle, et mon babil vous étourdit. N'hésitez pas à couper le son du poste. Tout ceci fait très allemand. À gauche, c'est là que l'empereur venait loger. Façade à pignon. À droite, une autre aile avec un toit à l'impériale. Vous voyez que cette tour fait très Renaissance. L'édifice a toujours une fonction militaire. C'est là que réside le gouverneur militaire de la région nord-est. Guillaume II avait eu des fils avec son épouse Augusta. Parmi eux, il y avait le Kronprinz, comme le dauphin version allemande. Documentez-vous, j'ai lu des articles comme quoi le Kronprinz ne valait pas mieux que son père. C'était pas un individu bien recommandable. Peut-être que ce bâtiment se visite aux Journées du patrimoine. L'intérieur doit être très intéressant aussi. Pendant les 48 années de l'annexion, les Allemands finalement ont bien travaillé pour la France. Ils ont en effet constitué des quartiers à Metz, à Strasbourg, et le quartier impérial de Metz n'est pas loin. Square Giraud, et ici Square Gallieni, aux ombrages salvateurs. Le Square Gallieni va me permettre de gagner la porte serpenoise. Je suis en train de réaliser qu'après mes commentaires, je vais peut-être avoir droit à des injures, peut-être à un attentat par les adorateurs des Hohenzollern. Mais j'assume. Puisque nous sommes dans le Square Gallieni, je voudrais vous entretenir de ce militaire et poser peut-être une question à ceux qui auraient une réponse concernant un élément de la Première Guerre mondiale. Renseignez ma lanterne. Gallieni était gouverneur militaire de Paris. Il était en place donc dans la capitale lors de cet été tragique où se déclara la Première Guerre mondiale et où les troupes allemandes marchaient donc vers Paris. Comme on le sait, les Allemands auraient dû appliquer le plan Schlieffen, qui leur commandait de contourner la capitale par l'ouest pour aller détruire l'armée française plus au sud en Bourgogne. Le commandant ouest des armées allemandes, von Kluck, eut cependant une idée funeste pour les armées allemandes, puisqu'il infléchit la marche de ses troupes. Les armées allemandes, au lieu de passer à l'ouest de Paris comme prévu, essayèrent de passer à l'est. Le maréchal Gallieni, qui donne donc son nom à ce parc, fut informé de cette inflexion de la marche allemande et il eut l'idée du profit qu'il pourrait en tirer. Il se dit « L'armée allemande me présente son flanc droit et je vais donc l'attaquer ». Ce qui fut fait, et ce fut le miracle de la Marne, avec le fameux épisode des taxis de la Marne, qui en réalité sont plus un effet de propagande parce qu'ils n'ont pas eu de réel effet décisif, même s'ils ont existé, et les Allemands durent refluer. Donc, d'après les livres d'histoire, ce serait cette erreur de manœuvre allemande qui serait à l'origine donc du sauvetage de la France. Cependant, j'ai une question.
S'il se trouvait un militaire qui par extraordinaire verrait ce film, pourrait-il me répondre? S'il s'était trouvé que les Allemands aient conservé le plan Schlieffen, ils seraient donc passés en aval de Paris, par exemple à Conflans-Sainte-Honorine. Donc, ce que je ne comprends pas, c'est qu'ils auraient présenté leur flanc gauche à la place de leur flanc droit sur la Marne, et donc ça me semble qu'ils seraient tout aussi vulnérables d'un côté que de l'autre. On aurait eu la bataille de l'Oise avec l'épisode des taxis de l'Oise à la place donc de la bataille de la Marne. C'est tout à fait en Candide que je me renseigne auprès de ceux qui pourraient le faire. Je n'ai aucune connaissance militaire, mais je me pose la question du point de vue de la logique. Nous arrivons dans les parages du quartier impérial. Dans cette direction, au sud de Metz, les quartiers renferment des petits trésors méconnus. Pendant que je jacassais, vous n'avez pas manqué de remarquer ce monument. C'est la porte Serpenoise, dans la continuité de la rue Serpenoise que nous avons vue hier. J'ai un pote allemand à Cologne, il va pas être content de voir ça. La porte Serpenoise a été construite sous le Second Empire. Elle s'intégrait dans un système de défense de la ville. Les Allemands ont donc conservé uniquement cette porte qui leur servait donc d'arc de triomphe. Ceci donne un aperçu des beautés de la ville impériale, de la ville allemande. Où l'on voit qu'à côté de la pierre jaune de Jaumont, les Allemands ont introduit le grès rose des Vosges, comme à Strasbourg. Je vous donne rendez-vous pour une 4e partie pour visiter le quartier impérial de Metz.